Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'association Kebati, donc, on est une association qui existe depuis 2 ans en Martinique et on lutte vraiment pour la qualité environnementale des bâtiments en milieu tropical. Donc, aujourd'hui, donc, on vous propose un webinaire qui est dans le cadre de la Fête de la Science et où en fait on va parler d'habitat résilient, qui est un sujet d'actualité en tout cas. Et donc, via une initiation, on va dire, au bioclimatique, au bioclimatisme et au parasismique, avec donc nos 2 intervenants. Donc, en premier, on aura Jérôme Strobel, donc, qui est gérant de Wattsmart, qui est un bureau d'études spécialisé en efficacité énergétique, donc, qui va nous parler de bioclimatisme. Et ensuite, on aura une intervention de Catherine Aymar, qui est architecte des PLG et qui représente le chapitre de l'Association française pour le parasismique en Martinique. Donc, on va être sur un format de à peu près 20 minutes pour chaque présentation. On va essayer de faire assez court. Et ensuite, ce qui nous permettra de passer aux questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat, en écrit, et puis on pourra y revenir soit entre les 2 présentations, soit à la fin. Voilà. Donc, je vous précise que le webinaire est enregistré. Et puis, voilà. Donc, je vous invite à couper vos micros et puis on va laisser Jérôme commencer sa présentation. Donc, moi, je vais enlever mon partage. Voilà. Donc, Jérôme, c'est à toi. Voilà, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui. On t'entend. Super, merci. Merci Eloi pour l'introduction, merci pour l'organisation du webinaire. Pour être tout à fait honnête et complet, je pense qu'il faut ajouter que je suis aussi le président de Kebati, même si c'est Eloi qui a organisé ce webinaire et que voilà, j'interviens aussi avec ma casquette, on va dire, de bureau d'études. Donc voilà, la première partie, c'est sur la partie bioclimatisme et la conception bioclimatique. Donc bon, je vais faire une présentation qui est plutôt grand public, même si je vais chercher à faire passer quelques messages. Je vois dans l'assistance qu'il y a un certain nombre de professionnels qui peut-être voilà, auront des choses aussi à ajouter après, ça alimentera la discussion, tant mieux. Et bon, alors voilà. Et donc, la première question, c'est un peu de se dire, c'est quoi le bioclimatisme? Puisqu'on en parle beaucoup. Et qu'est-ce que, moi, en tout cas, dans la présentation là, que je vais faire, j'entends par bioclimatisme? Eh bien, c'est un peu ce qu'on appelle parfois la théorie du manguier ou, voilà, ou la théorie du Zamana, on pourrait dire. C'est de se dire, dans notre climat, aux Antilles, quand on est dans une condition favorable, et la condition favorable, c'est typiquement se retrouver sous un arbre, à l'ombre, à l'extérieur, avec des vêtements amples, avec une brise légère qui nous traverse, eh bien, dans ces conditions-là, on se sent naturellement en confort, normalement à peu près toute l'année. Et donc, on a des conditions qui naturellement nous sont favorables. Et ce qu'on va essayer du coup dans un bâtiment, c'est le plus possible de se rapprocher de ces conditions qu'on peut atteindre à l'extérieur dans une situation favorable et essayer de faire en sorte que quelque part le bâtiment puisse s'intégrer, tenir compte des conditions extérieures, se protéger des nuisances liées au climat et profiter on va dire, de ce que le climat peut offrir pour essayer de nous mettre en situation de confort thermique, et on va peut-être revenir sur ce sujet. On va revenir sur ce sujet. Donc, nous mettre naturellement en situation de confort thermique sans avoir besoin de recourir, ou le moins possible, évidemment, à de l'intervention artificielle. Entendez évidemment la climatisation sous nos latitudes. Alors, c'est évidemment un souhait parce que c'est comme ça qu'on se sent le mieux en confort, c'est quand on est naturellement en confort. C'est évidemment aussi une préoccupation, j'ai envie de dire territoriale, parce que on cherche à faire la transition énergétique. On sait aujourd'hui, je veux juste le rappeler en introduction, qu'en Martinique, on a une des électricités les plus sales, les plus polluantes qu'on ait sur la planète. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui l'ont, mais typiquement, on a une électricité qui est de l'ordre de 2 fois plus polluante que celle des États-Unis, par exemple. Donc ça, je pense que c'est des ordres de grandeur qui sont importants à voir.
ce qui veut dire que chaque kilowattheure d'électricité qui est économisé a un impact vraiment favorable sur le changement climatique ici en Martinique. Heureusement, il y a beaucoup de dynamiques pour essayer d'améliorer la qualité environnementale de l'électricité chez nous, et c'est super. Néanmoins, la meilleure électricité, c'est quand même celle qu'on ne consomme pas, quelque part, celle dont on n'a pas besoin. Et donc, l'architecture bioclimatique peut vraiment nous aider à nous retrouver dans cette situation-là, en sachant que, ordre de grandeur encore que je peux donner, la moitié de l'électricité de l'île est consommée dans les logements. Sur cette moitié, un bon tiers, entre un tiers et la moitié, est consommé par la climatisation. Hein, donc, si on prend l'ensemble des bâtiments, y compris tertiaires, on est plutôt autour de 90% d'électricité qui est consommée dans les bâtiments en Martinique, avec une proportion qui n'est pas loin de la moitié pour la climatisation. Donc, on voit l'intérêt à la fois en termes de confort et à la fois en termes, on va dire, environnemental, de favoriser des conceptions qui tiennent compte du climat. Donc, qu'est-ce que le bioclimatisme? C'est ce que j'ai dit, travailler avec le climat plutôt que contre lui, savoir se protéger des nuisances du climat, tirer l'essentiel des ressources du bâtiment, de l'environnement, lorsque c'est possible. Et ça, on va aussi revenir, ce n'est pas toujours possible, et ça, il faut aussi vraiment le dire. On essaye de faire au mieux, mais il se trouve que dans notre climat, il y a des mois et des endroits où on n'a pas de vent, où il fait chaud et humide et où il est difficile, suivant les situations, de s'en sortir sans aide extérieure pour mettre les gens en confort. Et donc, voilà, le but du bioclimatisme, on va dire, c'est d'assurer le confort des occupants en minimisant l'impact environnemental. Et je crois que cette notion de confort, c'est vraiment la notion qui est essentielle, parce que finalement, c'est l'objectif d'un bâtiment. Hein. L'objectif d'un bâtiment, c'est que les occupants ils soient bien dans le bâtiment et qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire dans le bâtiment. Et du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que le confort? Alors avant cette diapositive, j'aimerais quand même revenir sur une chose. On parle d'habitat durable. Moi, je vous parle maintenant de bioclimatisme, donc je vous parle de confort thermique, mais c'est évident qu'il y a beaucoup d'autres dimensions au confort et qui sont très importantes et qui sont notamment très d'actualité. Hein. Se sentir en sécurité, par exemple, dans son bâtiment, dans sa maison, je pense que c'est une notion essentielle du confort. Et on voit bien avec les glissements de terrain qu'on a actuellement que c'est un sujet crucial. Et voilà, Catherine sera aussi là pour parler de ce sujet-là. Donc, on a plein de dimensions au confort. Et moi, je vais traiter de la question confort thermique. Hein. On est bien d'accord. Donc voilà, donc la question, alors qu'est-ce que le confort thermique? Bon, je l'ai dit avant, hein, dans quelle situation est-ce qu'on se sent en confort? Typiquement quand on est à l'ombre et qu'on a une brise légère qui nous traverse. Ces deux notions sont fondamentales. L'ombre, la température extérieure est rarement un problème essentiel. Comment est-ce qu'on va se sentir en inconfort en Martinique? C'est quand on va avoir du rayonnement solaire qui va venir vers nous. On le voit bien, hein, quand on est à l'extérieur, qu'on est sous le soleil, on a très chaud, tout d'un coup, il y a un nuage qui passe et on se sent extrêmement soulagé. Donc, on voit bien cette expérience que tout le monde fait nous montre que le sujet numéro un, c'est le rayonnement solaire plus que la température extérieure. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que en métropole, en Europe, évidemment, on a le sujet inverse. Le sujet du confort thermique en métropole, c'est évidemment, en hiver en particulier, la température froide à l'extérieur. Et ça induit des choix, évidemment, de conception qui sont tout à fait différents pour se protéger du climat extérieur en métropole que ceux qu'on a chez nous. Et on voit tout de suite que chez nous, ce qui est important, c'est de se protéger du rayonnement, plus que de se protéger de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Et en métropole, le sujet numéro un, c'est se protéger de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, et non se protéger contre le rayonnement. Voilà. Donc, ça induit vraiment une différence après dans la manière qu'on a de concevoir un bâtiment pour qu'il puisse être adapté à son climat extérieur. Voilà, je vous ai remis cette diapo là qui est pour dire que quand on a une vitesse de 1 mètre par seconde, alors 1 mètre par seconde, en gros, c'est 3 à 4 km/h, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Ce qu'on peut dire aussi de 1 mètre par seconde, quand vous avez un ventilateur chez vous, eh bien, à 1 mètre par seconde, vous êtes tout à fait à l'aise. Quand vous commencez à être autour de 1,5 mètre par seconde, vous commencez à sentir que le ventilateur est un peu désagréable quelque part. Hein.
Eh bien, quand vous êtes à une vitesse d'air de 1 mètre par seconde, eh bien, vous avez une température ressentie, on dit, de manière standard, qui est de l'ordre de 4 degrés de moins que la température réelle de l'air. Et évidemment, ça fait une grande différence. Et voilà, là, excusez-moi, fausse manip, je me suis mis en sourdine. Voilà, alors là, on le dit sur cette diapo qu'il y a une gêne à partir de 2,5 mètres par seconde. Bon, moi, je trouve que c'est un peu exagéré. La gêne, elle arrive largement avant. À 2,5 mètres par seconde, vous avez les feuilles qui volent, hein. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, je voulais, puisqu'on est dans le cadre de la fête de la science, alors déjà redire, hein, j'ai plus le chat devant moi je ne le vois pas, mais vous redire que d'avoir un peu de compassion en fait, hein, quand même pour les présentateurs. C'est pas évident là de présenter face à une salle qui est toute vide. D'habitude, on a des visages et puis on a une petite idée si ce qu'on est en train de dire intéresse un minimum les gens ou pas. Ici, on n'a pas cette possibilité, donc on parle vraiment dans un espèce de vide. Et donc, plus vous allez réagir sur le chat et plus nous, en tant que présentateurs, ça va nous aider un petit peu à sentir, on va dire, cette interaction, si on peut, virtuelle avec vous. Mais je ne sais pas comment le réactiver, je ne le vois pas. Bon, en tout cas, Eloi, je compte sur toi. S'il y a des questions qui sont posées ou des remarques qui sont faites sur les diapos vraiment en tant que telles que je présente, de me le dire afin que je puisse éventuellement… Je suis les discussions. Super, très bien. Alors, comme on est dans le cadre de la fête de la science, je voulais juste vous montrer un truc un peu scientifique, qui je pense est quand même la base en fait de la compréhension du confort thermique, en particulier chez nous. Donc, un certain nombre d'entre vous auront certainement remarqué que c'est ce qu'on appelle le diagramme de l'air humide. Et alors, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, je vais vous le présenter rapidement. C'est en fait pas très compliqué, même si ça peut faire un peu peur. Vous avez sur l'axe des X, là en bas, la température. D'accord, 16 degrés tout à gauche, ici que j'ai mis, et 36 degrés tout à droite. Et sur l'axe des Y, on a l'humidité qu'il y a dans l'air, mais c'est en valeur absolue. Donc c'est en kilos d'eau par kilo d'air. Mais c'est égal, les chiffres qui sont là. Ce qui est important, par contre, vous le savez certainement, l'air chaud accepte plus d'humidité que l'air froid. Et c'est bien pour ça que quand vous êtes à 30 degrés, vous voyez que 100%, parce que ces courbes-là qui montent, là, c'est des courbes d'humidité relative. Et donc, vous voyez que l'air à 30 degrés, il accepte à 100% d'humidité dans l'air, une quantité en valeur absolue beaucoup plus grande que l'air à 20 degrés, par exemple. Et c'est le sens de ces courbes. En général, on parle plutôt en humidité relative. Bon, ça, c'est le graphique. On a représenté ici, pour le Lamentin, chaque point que vous voyez, c'est un point qui correspond à une heure de l'année. Donc, on a commencé le 1er janvier, à minuit, on a placé un point en fonction de la température qu'il faisait. Alors, je ne sais pas, on va dire que le 1er janvier à minuit, il faisait 21 degrés et 70% d'humidité. Voilà, on a placé ce point qui est ici. Et à chaque heure de l'année, on est venu placer un point. Et ici, on a l'ensemble des points qui représentent le climat d'une année pour la… Ensuite, on dessine des zones de confort. C'est-à-dire que sur la base d'expériences qui ont été faites et qui datent un peu et qui n'ont pas été faites en Martinique, et c'est un sujet, on aimerait d'ailleurs à Kébati, on a la volonté, on a même un projet pour les actualiser, pour qu'elles soient plus applicables chez nous, eh bien, on a défini que dans ce diagramme de confort, la majorité des gens, quand les points sont là-dedans, se sentent en confort quand, vous voyez, V égale 0 mètres par seconde. Donc, à vitesse d'air nulle, pour se sentir en confort, il faut que les points soient à l'intérieur. Donc, jusqu'à 27 degrés, et on va dire, au-delà de 27 degrés, on n'a aucun point en confort si on a une vitesse d'air nulle. Les gens se sentent en inconfort. Et vous voyez que si l'humidité augmente, là aussi, hein, on peut être à 24 degrés, mais si on passe à 90% d'humidité, eh ben, on est en dehors de la zone de confort si la vitesse d'air est nulle. Ensuite, je vous ajoute la zone de confort avec la vitesse d'air 0,5 mètres par seconde. Et ce que vous voyez, c'est que la zone où les points sont en confort est beaucoup plus grande. Dans le cas où on a une vitesse d'air de 0,5 mètres par seconde qui, comme je vous ai dit un peu avant, c'est une légère brise que l'on sent à peine, que l'on sent un petit peu, mais que l'on sent à peine. Vous voyez qu'on a beaucoup plus de points dedans. Si on continue à augmenter, à 1 mètre par seconde, on commence à atteindre une grande partie des points, en tout cas une partie beaucoup plus grande.
Et si on va jusqu'à 1,5 mètre par seconde, qui est ce que je dirais comme la limite où là, on commence à avoir de l'inconfort lié à la vitesse d'air, eh bien, on a là aussi une grande partie des points qui sont dedans. Et si on regarde le pourcentage de points qui sont dedans, vous voyez qu'ici, à vitesse d'air nulle, on est à moins de 4% du temps de l'année, jour et nuit compris, où on se sent en confort naturellement sans vitesse d'air. Si par contre on passe à une vitesse d'air de 1 mètre par seconde, par exemple, vous êtes à quasiment 75% du temps où vous êtes en confort à l'extérieur. Et donc le bâtiment, ce qu'on va essayer de faire, c'est à reproduire cette situation. Si on est sans climatisation, eh bien, on aura essayé d'éviter les surchauffes pour qu'on ne soit pas plus chaud que l'air extérieur, et puis essayer de pouvoir faire passer une vitesse d'air à l'intérieur du bâtiment pour vous mettre dans la plus grande zone de confort possible, et de recourir à la climatisation que de manière complémentaire, ou alors pas, et d'accepter que peut-être 20%, 30% du temps, eh ben, on a un petit peu d'inconfort. Voilà ce que je voulais vous présenter un peu pour la théorie. Et oui, une autre chose qui est importante, c'est vous dire que la température que vous voyez ici, ce n'est pas la température d'air uniquement, c'est la température opérative. Et la température opérative, c'est une moyenne entre la température d'air et la température de radiation des parois qui sont autour de vous. C'est la moyenne, ça veut dire que la température d'air ne compte que pour la moitié. L'autre moitié, c'est est-ce que vos parois sont chaudes ou est-ce qu'elles sont froides? Et ça a un impact que vous ne voyez pas c'est pas par le toucher, c'est un rayonnement que vous ressentez et ça compte pour la moitié. Autrement dit, si vous avez un mur qui, par exemple, le cas typique, c'est des murs en béton qui ont une inertie thermique assez grande. Donc ça veut dire que si au cours de la journée, il y a du rayonnement solaire qui vient les toucher, ils se chauffent en température, pas beaucoup plus chaud ils vont atteindre, on va dire, la température de l'air extérieur, donc ils vont peut-être être à 30, 32 degrés en fin de journée. Et comme ils mettent du temps à se décharger thermiquement, le mur va rester autour de 30 degrés pendant plusieurs heures de la nuit. Et donc vous, dans la chambre, là où vous dormez, malgré que la température d'air va baisser, parce que quand même la nuit, même si on n'a pas une grande différence de température, on en a quand même une, admettons qu'on passe à 25 degrés, vous allez ressentir la moyenne de température entre 25 degrés et les 30 degrés du mur. Et donc vous serez à peu près à 27-28 degrés. Et donc ça a une grande importance parce que comme vous voyez, quand on passe de 27 à 28 degrés sur ces diagrammes, eh bien, on peut passer d'une zone de confort à une zone d'inconfort. Et je pense que ça, c'est une leçon qui est importante à avoir, c'est que naturellement, notre climat en Martinique, il est favorable puisqu'on peut très souvent être en confort, presque tout le temps, sans aide extérieure, mais en même temps, il est toujours aux limites. Donc ça veut dire qu'il suffit de surchauffe de quelques degrés pour que tout d'un coup, vous passiez dans la zone d'inconfort. Et tout l'enjeu du bâtiment, c'est d'éviter de vous faire passer dans cette zone d'inconfort et d'éviter qu'il y ait des surchauffes à l'intérieur du bâtiment. Et donc, protéger le bâtiment du soleil. Et voilà, il peut y avoir la question du matériau. Mais je ne veux pas non plus que vous ayez l'idée que le béton n'est pas un bon matériau et que d'autres matériaux sont meilleurs. C'est sûr que le bois, par exemple, qui n'a pas d'inertie thermique, très faible inertie thermique, dans une chambre de nuit, il ne va pas vous rayonner du chaud durant la nuit. Et donc, il est plus favorable au confort de nuit dans un bâtiment résidentiel. Mais à contrario, dans un bâtiment tertiaire, par exemple, qui sera occupé le jour, vous aurez peut-être intérêt à profiter du fait qu'en fin de nuit, votre mur en béton, il a pris la fraîcheur de la nuit et qu'il va quand même la maintenir un petit peu durant la matinée. Ça va vous aider à vous sentir mieux en confort. Donc, ça dépend des cas, ça dépend des situations. Et puis, bien entendu, tout ce que je vais vous dire est à moduler en fonction, il y a des limites, des contraintes liées évidemment aux aspects structurels du bâtiment, et c'est ce dont vous parlera Catherine. Donc parfois, pour favoriser le confort, on doit aller dans certaines directions, mais on doit aussi se limiter pour pouvoir tenir compte du fait que le bâtiment dans son ensemble doit répondre aux contraintes complètes qu'on lui demande. Donc, sur cette différence de température, je voulais vous l'illustrer. Regardez, ça, c'est une caméra thermique et on voit que, ça c'est intéressant, on voit que sur une tôle qui est sombre, là, de ce côté, vous voyez, on a pointé, on est à 70 degrés. La tôle est montée à 70 degrés. Donc ça, vous voyez ce que je vous ai dit avant. Si on fait la moyenne si on est sous la tôle et qu'il n'y a pas de faux plafond, par exemple, on va avoir une tôle à 70 degrés qui va nous rayonner dessus. Vous pouvez mettre toute la clim que vous voulez, vous allez être en super inconfort parce que vous avez une température super forte qui vous rayonne dessus. Et à contrario, voyez la différence, rien qu'une tôle blanche, déjà, on a descendu la température de la tôle de 13 degrés.
Donc ça vous montre, on va dire, la première action que vous pouvez faire de conception, évidemment, c'est de favoriser des toitures qui sont claires et réfléchissantes, et pas des toitures qui absorbent la lumière du soleil. Voilà, ça, je vous en ai parlé. Et donc, ce que je veux redire par là, qu'on ait bien en tête, le paramètre essentiel qui gouverne le confort thermique chez nous, c'est vraiment le rayonnement solaire. Donc, il faut s'en protéger. Je vous ai parlé de l'inertie du béton, qui est un phénomène défavorable dans l'habitat la nuit pour le confort thermique. Alors, comment améliorer le confort? Eh bien, une possibilité, c'est de limiter la température d'air et l'humidité à l'intérieur par la climatisation. On va essayer, c'est justement de ne pas recourir à ce système-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, déjà, sur l'extérieur, on peut essayer de limiter la température d'air de l'environnement pour pas que ça apporte des surchauffes à l'intérieur du bâtiment à travers de la végétalisation des abords, qui vont absorber le rayonnement solaire et qui vont éviter les phénomènes d'îlots de chaleur dans les environnements très minéralisés. On va limiter la température de rayonnement. Typiquement, on va mettre des protections solaires. On va protéger la toiture, on va protéger les murs, on va protéger les fenêtres du rayonnement solaire pour éviter qu'il y ait des surchauffes qui rentrent à l'intérieur. Et puis, les surchauffes qui vont rentrer à l'intérieur et qui sont aussi liées au fait qu'on a des apports internes. Typiquement, on a des appareils qui chauffent à l'intérieur. On a un frigo qui va rejeter de la chaleur à l'intérieur. On a des fours. On a des personnes. Une personne, c'est quand même à peu près 100 à 150 watts par personne. C'est l'équivalent de la chaleur que rejette un frigo, en fait. Donc, tout ça, ça va surchauffer l'intérieur. Donc, on favorise le fait qu'on puisse ventiler naturellement pour ressortir ces calories. Et la ventilation naturelle a un autre élément favorable, c'est que, évidemment, ça va favoriser une vitesse d'air plus importante. Et donc, ce qu'on a vu avant, c'est que vitesse d'air plus importante égale plus facilement au confort, malgré une température et une humidité élevées. Donc, 3 stratégies de rafraîchissement passif, on va dire avec une approche bioclimatique: protection solaire numéro 1, ventilation naturelle numéro 2 et végétalisation des abords numéro 3, pour simplifier. Alors, moi, j'ai un peu là un dilemme parce qu'il est déjà 26, Éloi. Donc, Eh bien, je te laisse finir peut-être plus rapidement sur chaque diapo. ouais. Mais, Voilà, ce que j'ai envie de vous dire là, ce graphique rapidement, puisque de nouveau, faites de la science, je vous ai mis les kilowattheures par mètre carré par an en fonction des pans de façade d'une maison. Alors, c'est égal les kilowattheures, ce que ça représente, mais c'est une quantité d'énergie par mètre carré. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la toiture, c'est évidemment 2 à 3 fois plus de rayonnement solaire qui atteint la toiture que toutes les autres façades durant l'année. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que numéro 1, on va protéger la toiture du rayonnement. Mais après, ce que vous voyez, c'est que les orientations, évidemment, elles ont des apports solaires qui sont très différents. Et ce n'est pas étonnant, c'est lié à la position du soleil durant l'année. Hein. Sur les façades est et les façades ouest, on aura le soleil levant et le soleil couchant. On aura un apport très fort le matin sur la façade est, mais du coup, le reste de la journée, on ne l'aura pas. N'empêche que sur l'année, ça nous fait quand même une proportion importante. Et sur les façades sud et est, et nord, pardon, on aura toujours le soleil qui sera relativement à la verticale, mais qui va quand même frapper un peu la paroi au sud et au nord. Alors, je vous ai dit, stratégie numéro 1, comment se protéger du rayonnement? Eh bien, premier élément, une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est justement la position du soleil. Est et ouest, c'est soleil levant matin et fin de journée. Mais par contre, nord et sud, ça va dépendre de la saison. Au sud, actuellement, on est proche du 21 décembre. Si vous raisonnez chez vous, vous voyez certainement, essayez de penser à quelle est la façade sud. Et vous voyez qu'en ce moment, la façade sud, elle reçoit quand même du rayonnement durant la journée. Parce que le soleil, il penche un peu du côté sud et il va faire sa course du soleil durant toute la journée en étant un peu orienté sud. Et donc, vous allez la voir durant un peu toute la journée. Et il va être de plus en plus sud jusqu'au 21 décembre. Et là, il aura un angle de 37 degrés avec la verticale. Et après, il va remonter tranquillement. Et en allant jusqu'au 21 juin, et au 21 juin, vous n'aurez plus du tout de soleil du côté sud, vous l'aurez un peu du côté nord. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il ne descend pas trop bas du côté nord. Il descend à 9 degrés. Pourquoi ça? Parce qu'on est 15 degrés dans l'hémisphère nord. Et donc, c'est ça qui fait que le soleil ne descend pas très bas du côté nord. Et donc, du coup, ça a une implication forte, vous voyez, pour se protéger du rayonnement, par exemple, sur les façades et surtout sur les ouvrants, sur les fenêtres. Parce que pour éviter que le soleil pénètre directement à travers la fenêtre,
Vous allez par exemple mettre une casquette du côté sud qui doit être quand même relativement profonde parce qu'elle doit, elle doit protéger un soleil qui peut être relativement bas. Par contre, du côté nord, une casquette pas très profonde va largement suffire pour protéger vos baies du côté nord. À l'évidence, à l'est et à l'ouest, si vous mettez des casquettes, ben, ça va un peu vous aider, mais une casquette même de cette taille-là ne va pas être suffisante parce que tout le matin, vous allez voir le soleil qui est suffisamment bas pour que ça ne vous protège pas suffisamment. Alors, vous pouvez faire évidemment des terrasses qui vont avoir du coup un très grand débord de toiture et là, qui vont vous protéger relativement rapidement. Ou bien vous pouvez mettre des brises-soleil qui vont être directement sur l'ouvrant et qui, s'ils sont inclinés, va vous protéger tout en laissant passer suffisamment de lumière naturelle. Vous pouvez évidemment aussi avoir des volets roulants, etc., etc. Voilà, ça je vous l'ai dit. Je vais vous montrer quelques bonnes pratiques de protection solaire. Moi, je trouve ce bâtiment-là intéressant. D'abord, se protéger de la toiture, numéro 1, on a dit. Là, on a une surtoiture, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce bâtiment-là. Alors, en général, les bâtiments qui sont des contre-exemples, on essaie de ne pas les faire qu'ils soient compréhensibles parce que tout le monde a fait des erreurs, tout le monde a le droit de faire des erreurs ou il y a eu des choix, en fait, des arbitrages qui ont fait que le résultat n'est pas favorable d'un point de vue thermique. Hein. Ça, c'est aussi évidemment la vie d'un bâtiment. On fait des choix des fois, on fait forcément des choix. Par contre, les bonnes pratiques, bon, on les montre. Donc, ce bâtiment qui est un bâtiment récent, de la CGSS à Acajou, ben, vous voyez, elle a une surtoiture. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de protéger du rayonnement. Et puis, les quelques surchauffes qu'il pourrait y avoir là par transmission du rayonnement à partir de la toiture ben, vont être évacuées par une bonne ventilation entre la surtoiture et le mur. Mais évidemment, il faut faire attention à ce que la surtoiture résiste au cyclone. Donc, c'est sûr que là, on a un sujet. Une autre bonne pratique, c'est évidemment d'avoir des toitures qui sont les plus claires possibles. Et par exemple, sur du tertiaire, on a souvent des toitures qui sont très foncées ou qui ont été claires à un moment donné, mais du fait des moisissures qui arrivent en toiture, qui deviennent sombres. Et donc là, on a un impact. Il faut savoir qu'une toiture claire, une toiture sombre absorbe 2,5 fois plus d'énergie de rayonnement qu'une toiture claire. Donc ça a un impact direct sur la climatisation. Et puis surtout, éviter d'avoir des ouvrants directs en toiture. Si on veut faire rentrer de la lumière naturelle, on a des solutions par la toiture, on a des solutions pour qu'elle reste protégée du rayonnement direct. Et voilà quelques, on va dire, défauts ou éléments moins favorables. Eh ben, c'est quand on a des verrières en toiture ou quand on a des toitures qui sont très sombres, justement, qui absorbent du soleil. Maintenant, par les baies, tu me donnes encore combien de temps, Éloi ? Est-ce que 5 minutes te suffisent? Ouais, je vais dire le principal en 5 minutes. Donc, vous voyez, là, on a essayé de protéger les baies du rayonnement direct et c'est relativement intéressant. En tout cas, on a essayé d'avoir un effet architectural. Après, chacun, à son goût, verra ce qu'il en pense. Mais au moins, on voit que ces fenêtres-là qui sont orientées, je ne sais plus si c'est est ou ouest, mais en tout cas qui ont du rayonnement bas pendant une bonne partie de la journée, vous voyez, elles vont, avec un effet là de protection, recevoir moins de rayonnement. Et ces baies qui sont ici, ainsi que les murs, vont aussi être protégés du soleil parce qu'on a des brises-soleil qui sont orientées, inclinées, et donc vont arrêter le rayonnement solaire en grande partie. Un autre exemple intéressant, c'est celui-là. Regardez cette baie ici. Eh bien, elle est protégée par une casquette ici. Et vous voyez que cette casquette, ce petit débord là de la partie en bois, fait de l'ombre à cette première partie de la fenêtre. Mais comme ce n'est pas suffisant, on a rajouté une autre casquette ici, qui d'ailleurs est bien accrochée pour éviter qu'elle s'envole. Et vous voyez, elle va faire de l'ombre jusqu'à cette hauteur-là. Et vous voyez, comme ça ne va pas faire de l'ombre jusqu'au bout, eh bien, regardez ce qu'on a fait sur la partie la plus basse, qui est la moins protégée. On a mis des jalousies qui sont opaques, de sorte à ce qu'elles puissent protéger du rayonnement solaire. Donc là, on a eu un traitement très fin en fonction de la position du bâtiment, de l'orientation des façades, pour savoir comment protéger les fenêtres de la meilleure façon possible. Et là, on est vraiment dans le bioclimatisme, parce qu'on a pensé le bâtiment vraiment dans son environnement, comment il est positionné. Je vous montre cet autre exemple qui est intéressant. C'est, vous voyez, sur les façades est et ouest, c'est souvent compliqué quand même de savoir comment les protéger, parce qu'on veut quand même laisser passer, on veut quand même pouvoir avoir la vue, pouvoir avoir la lumière naturelle. Donc, c'est bien d'avoir des protections solaires qui sont amovibles, qui peuvent être... ben voilà, et là, on a des volets qui sont coulissants, et donc qui le matin peuvent être mis. Et vous voyez, il y a quand même des ventelles, donc ça va laisser passer la ventilation naturelle.
Et puis, l'après-midi, quand on n'a plus besoin, comme maintenant, c'est à l'ombre, eh bien, on peut ouvrir le volet. Bon, ben ça, c'est l'habitation Bellevue. Là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Les protections solaires qu'on a, vous voyez, c'est ce qu'on appelle parfois des barbadines. Ça vient de la Barbade, apparemment. Et vous voyez, donc, protection ouverte, ça laisse bien passer la ventilation naturelle, mais par contre, ça protège très bien du rayonnement solaire. Et on peut les rabattre quand le soleil est direct, ou les ouvrir plus quand le soleil est vraiment de l'autre côté de la toiture et qu'on veut laisser passer la ventilation. Je vais passer là-dessus. Je vous montre quelques défauts. Vous voyez là, on a fait un super brise-soleil, très beau d'ailleurs. Malheureusement, on a mal pensé dans l'orientation du bâtiment. Puis regardez, l'ombre portée n'est pas sur le vitrage, mais sur le mur. C'est dommage. On a fait des efforts et ben, ça ne paye pas au bout. Là, on a mis des brises-soleil intéressants, mais vous voyez, comme le soleil est très bas, et bien, comme les brises-soleil ne sont pas inclinés, vous voyez qu'il y a énormément de rayonnement qui passe et qui surchauffe l'intérieur. Ici, on a une casquette. Elle aurait été idéale pour un mur nord parce qu'une faible casquette est suffisante, mais on n'est pas nord et du coup, il y a une bonne partie de l'ouvrant qui n'est pas protégée. Voilà, je vais passer. Oui, alors quand même ce contre-exemple-là, hein, on construit encore beaucoup chez nous à une mode européenne où on a des grandes parties vitrées qui ne sont pas protégées. C'est des serres en fait. Alors c'est vrai qu'on met du vitrage quand même réfléchissant, donc il laisse passer moins de rayonnement que du vitrage non réfléchissant, mais il laisse passer énormément de rayonnement par rapport à un mur opaque ou par rapport à un vitrage protégé. Et donc, ça, c'est vraiment des contre-exemples à ne pas suivre dans nos latitudes. Ce n'est pas du tout optimisé pour notre environnement, notre climat, notre soleil. Peut-être je laisse la partie ventilation naturelle pour éventuellement des questions par la suite, pour laisser du temps à Catherine pour faire sa présentation. Ok, bah, très bien. On a eu quelques réactions et questions sur cette première intervention. Bon, ben, Jérôme, c'est bon pour toi? Ou Oui. tu as encore... non? Alors Ben, peut-être si tu veux que peut-être que tu peux répondre à quelques questions. Bon, on a Catherine Jean-Baptiste qui nous conseille d'aller voir les ressources de l'ADEME, construction durable en zone tropicale humide. Merci Catherine. On a une question de Sarah Habib sur la végétalisation. Peut-on expliquer la végétalisation? Est-ce un masque devant le bâtiment? Et bon, je pose aussi la question, peut-être tu pourras répondre aux deux en même temps, qui concerne la végétalisation, mais plus en toiture, de Nadège, qui nous dit: y a-t-il des toitures végétalisées en Martinique? Leur bilan est-il positif? Rayonnement, infiltration, autres paramètres? Les toitures utiles, entre guillemets, avec des panneaux ou un chauffe-eau solaire, ont-elles un impact sur ce confort thermique? Voilà. Alors, pour répondre à la première question, oui, la végétalisation peut être un masque. Ça peut être un masque pour protéger du rayonnement solaire, ça c'est clair, hein, c'est un élément. Mais un autre élément, c'est aussi dans le pourtour du bâtiment de ne pas créer un environnement qui est chaud, parce que quand on a évidemment un environnement minéralisé, il va stocker la chaleur. Typiquement, là, on a une étude qui a été faite à La Réunion qui montre qu'entre un milieu végétalisé à gauche et un milieu vraiment totalement minéralisé à droite, on peut avoir des différences entre 7,5 degrés et 3,5 degrés en journée et de nuit de plus de 5 degrés en moyenne. Donc, quand je vous ai dit que le confort en Martinique, il est à la limite et que 2 ou 3 degrés de différence peut vraiment faire la différence, vous voyez évidemment qu'il va être très difficile pour un bâtiment dans un environnement minéralisé de manière bioclimatique. On va faire tous les efforts qu'on peut faire au niveau de l'architecture et de la conception. Eh bien, on arrivera très difficilement à le mettre en confort si on a un autre climat naturel plus 5 degrés supplémentaires. Donc voilà, sur les toitures végétalisées, mais je n'ai pas de retour d'expérience en Martinique. Je pense qu'en Martinique, il y en a très peu. Et ce serait vraiment intéressant. Je pense que Kebati pourrait suivre des exemples. Il y a un exemple que j'ai montré ici, mais c'est en Guadeloupe. C'est le siège du parc naturel à Saint-Claude. Mais je n'ai pas de retour d'expérience personnellement sur comment ça se passe. C'est clair que chez nous, il faut évidemment adapter la végétalisation, le choix des essences. On a des essences qui poussent très très vite, donc il y a des contraintes en termes d'entretien qui sont énormes.
Et donc, c'est certainement une très bonne solution et de protection solaire et favorable à la biodiversité et à réduire l'effet d'îlot de chaleur. Mais par contre, il faut vraiment bien le penser, il faut expérimenter, il faut bien suivre et être attentif. Alors, j'en profite peut-être pour... il y en a Catherine Aymar qui va commencer sa présentation et qui nous dit pas de toiture végétalisée avec les cyclones. Alors peut-être on peut passer à la présentation de Catherine. Très bien. Jérôme, si tu peux interrompre ton partage. Et puis, alors Catherine, je ne sais pas si tu nous entends. Tu peux... Et je vais partager mon écran. C'est parfait, voilà. Et merci aux 41 participants, ceux qui sont arrivés en cours de route. Et merci à Jérôme pour sa présentation. Alors, donc, on avait une question sur l'impact potentiel des panneaux solaires. Alors, Jérôme, je ne sais pas si tu veux répondre rapidement. Donc, l'impact sur la protection, c'est ça? C'est ça? Est-ce que les panneaux solaires protègent les toitures utiles? les toitures? Oui, voilà. Alors, forcément, quelque part, hein, elles absorbent du rayonnement. Maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, si par exemple on parle par exemple de surtoiture, quand on parle de surtoiture ventilée ou de toiture ventilée, il faut qu'il y ait vraiment une bonne ventilation de la partie entre la surtoiture et la toiture elle-même. Et on parle et en général, les panneaux solaires sont vraiment collés. Ça dépend évidemment de comment ils sont montés. Mais s'ils sont collés à la toiture et qu'il y a un très faible écart entre le panneau solaire et la toiture, ça risque de ne pas jouer pleinement son rôle de protection solaire. Ok, très bien. Merci Jérôme. Et puis, on va laisser la parole à Catherine pour une présentation sur le parasismique. Alors, merci Jérôme, merci Kebati de nous avoir permis de faire des présentations par rapport au parasismique, parce que c'est sûr que, comme le disait Jérôme tout à l'heure, le bioclimatique, c'est bien, mais il y a des tas de soucis supplémentaires à prendre en compte quand on est dans les Antilles. Et le milieu tropical, il y a aussi les inconvénients de ce qui se passe sous la terre, donc le séisme. Et vous savez très bien qu'il y a différentes plaques qui bougent les unes par rapport aux autres et donc qui donnent des contraintes. Alors, déjà, je vais aller relativement vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, je pense que selon le public, ce qu'on nous a dit tout à l'heure, il y a des gens qui savent déjà, donc on reverra et on refera mais ce n'est que quelques petites notions qu'on va évoquer là tout de suite, parce que c'est compliqué de parler de tout ça en 20 minutes, quoi. Hein, les constructions, voilà, ça a beaucoup plus de conséquences que ça. Donc, bon, là, nous, on a la plaque Caraïbe et la plaque Atlantique qui glissent l'une sur l'autre. Et donc, c'est ça qui crée les séismes aux Antilles, notamment. Alors, les notions de foyer, donc c'est le point de la rupture de la faille qui se trouve ici. Donc, vous voyez la faille qui est là. Donc, le foyer, c'est là où il y a la rupture qui se passe. La magnitude, eh bien, c'est la quantité d'énergie qui est libérée au foyer et donc qui va donner après la puissance du séisme. Et enfin, oups, là, il y a un problème. Excusez-moi. Voilà, l'épicentre, c'est le point qui se trouve à la verticale du foyer. Et donc, c'est là où on va ressentir le plus fort les différents séismes. Le zonage de la France. Donc, on veut quand même essayer de rappeler que, voilà, nous, on est dans la zone 5, donc la plus forte zone, là où il y a le plus de séismes en France. Et donc, c'est pour ça qu'on doit se protéger plus particulièrement et prendre les précautions quand on construit les bâtiments. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un séisme? Eh bien, le séisme, c'est comme quand on est, quand on a une accélération du sol qui se fait ressentir. Donc, à ce moment-là, c'est comme quand on est le passager dans un bus. Tout d'un coup, eh ben, on a l'impression qu'on part en avant et quand on freine, eh ben, on repart en arrière. Donc, le bâtiment, il va suivre le même mouvement que la personne qui est dans un bus qui ne se tient pas. Et donc, le bâtiment, il va se déplacer en avant et en arrière. Donc là, ça va trop vite. Voilà.
Donc, vous avez là la déformation du bâtiment qui va être poussée dans une action horizontale, mais qui va être poussée aussi dans les deux sens. Donc, il y a une déformation dans un sens et une déformation dans l'autre sens. Donc, des conséquences importantes sur un bâtiment s'il n'est pas construit correctement. Alors là, vous voyez, excusez-moi, les oscillations horizontales. Donc, le bâtiment, il est poussé vers la droite et vers la gauche, hein, avec les différentes forces du séisme. Il y a aussi les oscillations verticales. Donc, c'est ce qu'on peut appeler quelquefois le phénomène de jumping, quand on voit quelquefois des bâtiments légers en bois qui sont soulevés complètement et qui tombent à côté de leur plot en béton. C'est assez impressionnant, mais c'est ça quand il y a les oscillations verticales. Et puis, les oscillations de torsion, ça, c'est quand il y a c'est surtout lié à des bâtiments qui ne sont pas, j'allais dire, construits correctement ou qui n'ont pas été conçus correctement. Vous voyez, là, on voit que le bâtiment, il est complètement d'un seul bloc, alors qu'il va vriller forcément, et là, on va avoir forcément des brisures, enfin des coupures à son centre. Donc, les effets des oscillations horizontales. Donc, on a vu, le bâtiment il bouge à droite et à gauche. Donc, au bout d'un certain temps, eh bien, il va y avoir une rupture, une traction qui va se passer dans ce sens-là. Et donc, la rupture qui va se faire en diagonale la plupart du temps. Et quand le bâtiment il va se déplacer dans l'autre sens, à ce moment-là, il y a des ruptures qui se passent dans l'autre sens. Alors là, en ce moment, on est avec un phénomène de glissement de terrain relativement important en Martinique. On a eu beaucoup de pluie ces derniers temps. J'espère que vous êtes tous en sécurité et que tout va bien pour vous. Mais en tout cas, ce qu'on a vu avec le glissement de terrain, c'est ça. C'est le stade 1. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu des photos, mais on a vu des maisons qui avaient cette rupture qui se faisait déjà dans cette diagonale-là. Donc, quand il y a le glissement de terrain, c'est la moitié du séisme en fait. Hein. C'est un séisme avec un seul sens de déplacement. Et donc, du coup, la maison, elle est déplacée. Et s'il n'y a pas le chaînage qui est fait correctement, s'il n'y a pas l'accroche qui est fait correctement, à ce moment-là, il y a ces ruptures qui se font en diagonale. Donc, pour éviter ces ruptures, on essaie d'ajouter des éléments structuraux qu'on appelle le contreventement, qui va rigidifier le bâtiment dans des endroits qui seront calculés, vérifiés par les architectes, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle. Et donc, cet élément de contreventement devrait être placé au bon emplacement pour que justement l'ensemble du bâtiment puisse tenir et ne pas bouger pendant le séisme. Alors, là, ce qui est montré, c'est plus que théorique, parce qu'en fait, il faut aussi en avoir dans les angles. Là, on a une dessin qui n'est pas tout à fait, donc c'est très, très schématique, une fois encore, hein, et ce n'est pas toujours ce qu'il faut appliquer. Voilà. Mais bon, et comme je disais, voilà, c'est à mettre au bon endroit, et puis aussi de voir la rigidité qui se passe au niveau du sol, puisque là, vous voyez, on a un grand socle, et on va le voir après, je pense, voilà, là. Bon, donc ces efforts obliques qu'il faut contreventer en fait, et qu'il faut contrecarrer en mettant en place soit des voiles, soit des murs de contreventement, soit des croix de Saint-André, comme on peut voir sur le bâtiment qui est là, qui est un bâtiment qui a été repris, ou bon, on le fait aussi sur des bâtiments neufs quelquefois, ça peut être un style architectural qui peut être choisi. Voilà, donc ici, vous avez le contreventement à l'angle avec un voile, et puis là, vous avez les croix de Saint-André qui viennent contreventer le reste du bâtiment. Oui. Voilà. Donc, le contreventement, il peut se faire donc de façon verticale, comme on le voit ici par ces éléments-là qui sont là, hein, qui sont en renfort, mais il peut se faire aussi par ce qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme, en fait, c'est le plancher qui vient retenir les 4 côtés
du bâtiment et qui viennent les resserrer les uns avec les autres. Donc, c'est comme si vous avez une boîte de chaussures, hein, si elle n'a pas son couvercle, la boîte de chaussures, elle se déforme dans tous les sens. Là, ce diaphragme, il va servir à contreventer l'ensemble de la maison et à la tenir pour qu'elle ne se déforme pas sous l'effet de séismes qui peuvent aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Voilà, donc pour que le diaphragme en question il soit efficace, il faut quand même qu'il puisse redescendre après les forces qui ont été exercées sur le plancher. Il faut qu'elle puisse redescendre dans les différents contreventements qui seront particulièrement positionnés aux angles du bâtiment ou bien dans les éléments porteurs qui seront là. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un ensemble complet. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Il faut qu'il y ait un ensemble d'une dalle et des éléments porteurs qui sont en dessous. Et ce qu'on n'a pas vu encore, c'est les éléments porteurs qui seront encore plus bas, c'est-à-dire les fondations. Donc, voilà, excusez-moi. Donc là, si vous voyez, si on a une dalle, par exemple, et que la partie du dessous, elle n'est pas suffisamment rigide, bah, la dalle, elle ne va pas servir à grand-chose parce que le bâtiment, il va s'effondrer. Et celui-là, c'est pareil, il n'a peut-être pas été suffisamment ferraillé. Donc, l'élément porteur qui était sous la dalle n'a pas réussi à faire en sorte que le bâtiment il soit suffisamment résistant. Alors, on en vient aux fondations. Donc, les fondations, vous voyez, c'est pareil. Si les fondations, elles sont indépendantes les unes des autres, elles vont partir chacune de leur côté et elles n'auront pas d'effet. Donc, le bâtiment, il va pouvoir s'affaisser n'importe comment. Donc, il faut vraiment liaisonner les fondations les unes avec les autres, créer une longue grille, ce qui est obligatoire maintenant hein, avec les PS92 et avec les Eurocodes, d'avoir une longue grille qui relie l'ensemble des fondations. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'en fonction du sol, et ce qu'on a vu surtout dernièrement avec ces glissements de terrain, c'est que là, la fondation, elles sont toutes au même niveau. Ça, c'est des choses qu'il ne faut absolument pas faire. Celle-là, elle est peut-être ancrée correctement dans un sol dur et où on peut fonder. Et celles-là, elles sont dans du remblai ou dans du rien du tout. Donc là, le bâtiment, il va forcément s'affaisser. Donc la chose la plus importante, et c'est ce que disait Didier Deris à la radio ce matin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est avant toute construction, faire une étude de sol, savoir dans quel sol on se pose. Et de toute façon, toutes les fondations doivent toutes descendre forcément dans du bon sol et jamais construire dans du remblai. Voilà, donc là, vous voyez que le bâtiment qui a des fondations qui sont pas liaisonnées, eh bien, il peut partir, alors que là, bon, il va partir peut-être, mais il va partir d'un seul bloc. Pas forcément non plus ce qu'il y a de mieux. Alors là, les fondations ne sont pas correctes, les poteaux ne sont pas corrects, le diaphragme n'est pas correct, il n'y a pas grand-chose qui soit correct. Donc, les zones critiques, c'est à regarder les nœuds entre les poteaux et les poutres, c'est de regarder l'ensemble du bâtiment, en fait, de regarder vraiment le bâtiment dans son ensemble et pas n'en regarder qu'une seule partie. Alors, on va regarder maintenant les éléments de vulnérabilité et les déséquilibres qu'il peut s'y avoir dans les raideurs en partie basse. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on voit ici, c'est que le bâtiment il a été construit sur des poteaux à rez-de-chaussée, mais ces poteaux, ils n'ont pas été calculés suffisamment correctement pour pouvoir supporter l'ensemble du poids du bâtiment. Donc, avec la secousse du sol, tout ça, ça a bougé et les poteaux, ils n'ont pas tenu, ils sont effondrés. On a l'impression que le bâtiment il tient, mais en fait, il est complètement affaissé en dessous. S'il y avait des voitures, évidemment, il n'y en a plus. Et puis j'espère qu'il n'y avait personne. Et en même temps, écoutez, je ne sais pas si le bâtiment du dessus, il sera récupérable ou pas quand c'est dans cet état-là. Là, c'est des bâtiments qui n'ont pas les mêmes... alors ça, c'est des problèmes de conception aussi. Vous voyez, la partie basse et la partie haute n'ont pas du tout les mêmes volumétries. La partie supérieure, elle va bouger puisqu'elle est en même temps tout en longueur. Ça peut avoir aussi des phénomènes de torsion puisque ça ne va pas résister de la même manière. Donc, tout ça, c'est des choses où il faut faire attention à avoir des volumes les plus cohérents possibles les uns avec les autres. Alors là, on revient toujours à ces problèmes de poteaux qui ne supportent pas le poids du bâtiment, qui n'ont pas été calculés correctement.
Et donc, la destruction, elle se fait à la tête du poteau. Peut-être que le ferraillage uniquement n'a pas été suffisamment important. Mais de toute façon, on se rend bien compte que le poteau, là, en plus, ils sont revêtus de briques. Donc, c'est peut-être le poteau intérieur qui est avec du béton ferraillé, mais qui est encore plus petit que ce qu'on voit là. Et que le parement brique, eh ben, il vient en surépaisseur. Donc, de loin, on a l'impression qu'il fait une certaine épaisseur, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Et là, surtout, il y a encore moins de ferraillage, puis ça a cassé à ce moment-là. Cela, c'est pareil. Vous voyez, toute la partie basse, on ne la voit plus du tout. Le dernier niveau, il est complètement effacé et effondré. Alors là, c'est près de chez nous, c'est le séisme des Cinq. Il y en a peut-être qui s'en souviennent. Donc là, c'est l'exemple typique des clochers, puisque là, c'est les éléments qui sont fragiles. Donc cet élément qui est déjà avec une raideur en élévation différente du reste du bâtiment, puisque c'est le clocher par rapport au bâtiment de l'église. Et en même temps, en plus, il y a eu ces ouvertures qui ont été faites au niveau du clocher, ça va être au niveau des cloches. Et donc cette fissure, elle a été forcément créée. Et donc du coup, bah là, il y a une fissure qui s'est faite et le clocher ne s'est pas effondré, mais enfin, il est devenu très, très fragile. Alors là, c'est l'exemple de la torsion. Vous voyez, quand on a un bâtiment qui est comme ça en aile et qu'il n'y a pas la séparation qui a été faite, quand il n'y a pas le joint de dilatation qui a été fait entre les deux ailes de bâtiment, il y en a un qui bouge et qui entraîne l'autre et qui vient se cogner contre l'autre. Donc là, vraiment, quand on fait ce genre de bâtiment en conception, maintenant, ce qu'on propose, et ce qui est le mieux, c'est d'avoir un joint de dilatation entre les deux ailes de bâtiment. Ça permet d'avoir une conception architecturale quasi identique, mais avec une tenue au séisme qui se passe quand même nettement mieux. Là, c'est un exemple plus proche de chez nous. Ici, pareil, il y a eu les escaliers qui étaient dans les angles et les escaliers, ben, ils ont été très impactés par les séismes de 2007, je crois. Alors ici, il y a la torsion et il y a la partie basse. Il y a les deux choses. Donc, vous voyez, le centre de gravité de ce bâtiment, il était là. Et en fait, le contreventement et le centre, ça s'est fait seulement là. Donc, ils n'ont pas suffisamment bien réparti tous les éléments durs dans le bâtiment. Donc, le bâtiment, il a pu vriller autant qu'il a pu. Et en plus, il avait l'étage du rez-de-chaussée était souple. Donc, les poteaux qui étaient là, ils n'ont pas réussi à récupérer l'ensemble du poids du bâtiment. Donc là, il y a les deux choses qui ont été réunies sur ce même bâtiment, la forme irrégulière et le contreventement qui est excentré. Donc là, on voit bien qu'il manquait des contreventements à l'autre extrémité du bâtiment ou en partie centrale pour qu'ils puissent réagir correctement au séisme. Ici, ce sont des exemples qu'on voit relativement souvent en Martinique. C'est quand on fait des fondations de villas sur un terrain en pente et on a l'effet de poteau court, c'est-à-dire qu'ici, on a fondé avec... on a fondé dans le terrain et puis un peu plus loin, bon, on a mis des poteaux beaucoup plus importants. Et donc, du coup, eh ben, on se retrouve avec un déplacement complet de la dalle qui n'a pas pu tenir à ce mouvement du séisme. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. Donc là encore, on le voit, mais quelquefois, ça se passe vraiment dans la partie en dessous et ça se voit que si on va vraiment en dessous du bâtiment. Hein. Donc ça, il faut faire très attention à ce problématique-là dans certains bâtiments. Je ne sais pas à quelle heure j'en suis, moi. Il faut que j'accélère, il faut que j'aille plus vite, c'est ça? Éloi, ça va? Pour l'instant, c'est très bien. Là, on arrive à 11 heures. Alors, je ne sais pas combien de diapos il reste. Mais... Bon, je ne sais pas. Donc là, c'est un petit peu la vérification de ce qu'on a vu tout à l'heure, enfin la confirmation plutôt. Donc les torsions, vous voyez qu'à chaque fois, quand on veut éviter ces phénomènes de torsion, on essaie de découper les volumes pour qu'à chaque fois, on puisse avoir le joint de dilatation qui soit positionné pour qu'on ait des volumes un peu moins importants et que la torsion ne puisse pas s'appliquer complètement. Là, c'est pareil. Donc, autant que possible, essayez d'ajouter des joints de dilatation sur les bâtiments pour qu'ils puissent bouger correctement avec le sol.
là, c'est les exemples. Un autre exemple, et de ce qui arrive aussi souvent pendant les séismes, c'est tous les éléments de remplissage. Donc, c'est bien d'avoir une structure qui soit correcte, quoique là, elle ne l'est pas vraiment, puisque les poteaux et les têtes de poteaux, ils ont quand même été bien impactés, mais toute la partie remplissage est tombée. Donc, vous imaginez, même si la structure tient et si toute la partie remplissage tombe, bon, c'est ce dont on parlait aussi souvent, quelle attitude avoir, est-ce qu'on reste dans le bâtiment ou est-ce qu'on sort dans le bâtiment? Dans des cas comme celui-là, quand toute la partie remplissage tombe sur l'extérieur, vous voyez ce qui peut vous arriver quand vous serez sorti du bâtiment. Hein. Donc, c'est tous ces éléments-là auxquels il faut bien faire attention. Alors là, on revient à ces éléments de poteaux courts. Donc, vous voyez, vous avez des structures souvent avec des poteaux, des poutres qui sont bien construits, bien calculés, etc. Et on vient les bloquer avec un élément rigide qui empêche le poteau de faire son travail et de bouger correctement. Donc là, vous voyez bien la croix qui a été formée parce que le poteau, il a été bridé dans sa partie inférieure et il est resté, les menuiseries extérieures, là, n'ont pas la même rigidité que le mur. Donc le poteau, il a bougé et donc il a quelque chose d'assez encore pire. Qui est-ce qui parle? C'est les aciers qui n'étaient peut-être pas de très bonne qualité. Là, on voit que ce sont des aciers lisses. Mais de toute façon, c'est quand même lié à cette problématique de poteau court. Alors, vous voyez, le poteau court, il peut être de différentes sortes. Bon, là, c'est un poteau court, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au glissement. Il est bridé que d'un seul côté. Mais ça n'empêche qu'il bouge quand même. Et ça n'empêche que de ce côté-là, la fissure, elle se fait quand même. Et ça n'empêche qu'il a quand même été fragilisé. Donc, bridé d'un côté et des deux côtés, voilà, il faut faire attention à ça. Vous savez ce qu'on fait souvent, et ce que disait Jérôme tout à l'heure, il n'a pas été jusqu'au bout, il n'a pas parlé de la ventilation naturelle, mais vous savez que souvent, on dit on va faire des ventilations en partie haute des murs pour permettre à ce qu'on puisse avoir une bonne ventilation qui traverse le bâtiment et qui passe vraiment de l'est à l'ouest, du nord au sud, enfin qui traverse le bâtiment. Et c'est vrai que c'est là, avec notre petit courant d'air, qu'on se sent le mieux dans les bâtiments, je suis complètement d'accord. Par contre, s'il vous plaît, ne bridons pas les poteaux et essayons de faire les calculs en sorte que quand on fait un remplissage en partie basse, on ait le poteau qui résiste bien et que tout l'ensemble soit calculé pour fonctionner de cette façon-là et pas le faire après coup. Parce que là, c'est vraiment aller à une catastrophe. Donc là, c'est par rapport à un mur, mais ça peut être aussi, vous voyez, par un plancher intermédiaire. Donc là, il a été ajouté un plancher intermédiaire dans une structure qui n'était pas forcément non plus extraordinaire, mais le fait de rajouter un niveau intermédiaire, le fait de rajouter, vous voyez, là, c'est l'escalier, c'est le palier de l'escalier, et bien du coup, le poteau, il n'a pas résisté, quoi. Donc, l'escalier, il faut peut-être qu'il soit complètement indépendant de la structure, qu'il ne soit pas forcément accroché à la structure. Mais ça, une fois encore, c'est une étude d'ensemble, quoi. On regarde la structure, on regarde l'escalier, on regarde comment ça fonctionne. Et il faut regarder l'ensemble et pas les éléments séparés les uns des autres. Alors, là, il y en avait un autre, je crois. Flûte, il est où? Alors, voilà. Donc là, c'est pareil. C'est aussi le problème de l'escalier, du palier d'escalier, qui a... vous voyez comment ça s'est cassé au niveau de ce palier-là qui était accroché à la structure alors qu'il aurait mieux fait d'être indépendant et d'avoir un escalier qui venait se positionner à l'intérieur d'une structure existante. Là, je voulais vous parler après. Excusez-moi, ça saute là, ça m'agace un petit peu. L'autre problème qui est aussi très important, c'est le problème d'entrechoquement entre les bâtiments. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, bon, c'est ça, mais c'est la photo qu'on montre souvent, c'est ce bâtiment-là qui a bougé et qui, en bougeant, a déplacé celui qui était à côté. Donc l'environnement est toujours très, très important. Donc ça, c'est vraiment deux gros bâtiments qui bougent en même temps, mais ça peut se faire de la même manière dans des exemples plus petits. Vous voyez là, c'était un joint de dilatation qui a sûrement été trop petit, parce que s'il avait été un peu plus important, les bâtiments, ils auraient mieux bougé. Donc la dimension du joint de dilatation, c'est pareil, il faut la calculer. Et en même temps, il faut faire attention que les joints de dilatation, ils sont faits pour être vides, ils ne sont pas faits pour être remplis. Donc là, avec le séisme, en fait, ça l'a nettoyé. Mais ce n'est pas le but. Hein.
les joints de dilatation, il faut faire attention, et surtout quand on réceptionne les bâtiments, que les entreprises n'aient pas laissé des morceaux de béton ou des morceaux de ciment ou même un tuyau. Il y en a qui en profitent pour passer des câbles, pour passer des tuyaux dans le joint de dilatation. Ah bah tiens, c'est pratique, là, on a la réservation qui est toute faite. Non, ce n'est pas des réservations, les joints de dilatation. C'est fait pour être utilisé, pour que les bâtiments puissent se déplacer et ils doivent rester vides à longueur de temps et pendant toute la vie du bâtiment. Là, c'est un exemple qui est quand même assez, enfin bon, moi c'est ce que j'ai vu en Indonésie. Donc ils ont fait un passage couvert. Donc le passage couvert, il est bien, il y avait les deux morceaux du passage couvert, ils étaient bien séparés les uns des autres, il y avait bon joint de dilatation, sauf que là, la dalle, elle était faite un tout petit peu plus loin, quoi. Il aurait vraiment fallu que voilà, l'espace il soit vraiment recouvert d'un côté ou de l'autre. Mais ici, vous voyez, ça s'est coupé et cet élément de dalle, il risque de tomber. Il n'est pas tombé, mais il aurait pu tomber et il aurait pu faire très mal. Alors, le phénomène de résonance. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, essayez de ne pas me poser des questions par rapport à ça. Mais si c'est quand même important, ça dépend du sol. En fait, c'est quand on fait des études de sol, soit on est sur des terrains mous, soit on est sur des terrains durs, ce qu'on dit souvent de façon assez vulgaire d'ailleurs. Bon, c'est du rocher, ou c'est du sable, ou c'est des argiles. Donc, et le bâtiment, on le construit en fonction du sol qu'on a trouvé. Donc, c'est ça la résonance en fait, hein. Donc, le bâtiment, il va bouger et il va pouvoir bouger en fonction du sol sur lequel il est posé. Donc, si lui, il bouge comme fait le sol, vous voyez, donc là, eh ben, s'il bouge en même temps que le sol, ça veut dire qu'il va bouger plus vite, quoi. Il va bouger avec des mouvements qui sont plus amplifiés que s'il pouvait avoir un mouvement qui est différent de celui du sol, et auquel cas, ça va mieux résister. C'est ce qu'on a vu notamment à Mexico, où ce sont les petits bâtiments, enfin les moyens bâtiments qui ont moins bien résisté, parce que eux, ils ont bougé en même temps, ils avaient la même fréquence, et ils ont bougé en même temps que le sol. Et ceux-là, ils ont été détruits, alors qu'on a pu voir des grandes tours qui étaient à côté et qui ont un petit peu mieux résisté. Voilà, donc ça, c'est un phénomène à prendre en considération, que l'on a pu étudier en regardant vraiment ce qui se passait dans la géologie, et c'est encore un des matières à étudier en plus quand on fait de la sismologie. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, et ben, j'en aurais terminé avec ça, parce que quelquefois on ne fait pas attention, on fait un bâtiment qui est très très résistant, on calcule bien les poteaux, on calcule bien les poutres, on calcule bien la dalle, les diaphragmes sont bien positionnés, tout va très bien, tout va bien. Et après, on vient ajouter des éléments, ce qu'on appelle les éléments non structuraux. Mais ce qu'il y a, c'est que ces éléments non structuraux, ils peuvent être aussi très, très dangereux. Là, ce que je vous montre, c'est des photos que j'ai vues en Indonésie, dans le hall de l'hôpital de Tanjung. Donc, le hall de l'hôpital, il était à peu près en bon état. On s'est promené à l'intérieur, ça allait bien. Sauf que l'ensemble du faux plafond, vous voyez, il était accroché sur une structure en béton et l'ensemble du faux plafond est tombé. Donc, ça, c'est quand même très dangereux de faire attention à la façon dont sont accrochés les faux plafonds, les luminaires, enfin, tous ces éléments supplémentaires qu'on vient ajouter après sur le bâtiment et qui peuvent faire aussi énormément de dégâts. Donc, ça, c'est des éléments de bardage. On voyait tout à l'heure les bardages qui pouvaient tomber. Ben, là aussi, hein, donc celui-là, c'était au rez-de-chaussée. Donc, bon, en même temps, le béton en dessous, il tenait pas trop bien. Donc, tout ça, c'est des éléments non structuraux, mais qui peuvent être très dangereux. Là, c'est au rez-de-chaussée, donc, en fait, on n'est pas forcément très impacté. Mais là, c'est sur l'université. Au-dessus de l'université, ils ont fait une charpente et une toiture en tuiles. Donc, vous imaginez, c'est un bâtiment de 4 étages. L'ensemble des tuiles sont tombées. Et les tuiles, ben, quand elles sont tombées, vraiment, elles ont dû faire quand même beaucoup de dégâts. Donc, l'accroche des tuiles aussi, c'est important. On a vu beaucoup de tuiles qui étaient tombées des bâtiments et qui peuvent aussi faire beaucoup de dégâts. Voilà, écoutez, ben, j'en ai
terminé avec ce que je voulais vous dire. Je suis prête à écouter vos questions. J'ai été très, très vite et je n'ai pas tout pu aborder, mais excusez-moi. Bah, merci beaucoup, Catherine, en tout cas. Alors, effectivement, donc, la présentation a suscité quelques questions. Alors, donc on a Romain Soufflet qui nous dit « Nous voyons beaucoup de béton sur la présentation alors que le bois me paraît beaucoup plus adapté au climat de la Martinique. Quelles sont les attentions particulières pour la construction bois au niveau des séismes et au niveau des Antilles en général? Est-il utilisé actuellement ?» Alors, bien sûr qu'on utilise, c'est à moi qui ai posé la question. Il faut que je pense, oui. l'ensemble des questions. Comment tu veux qu'on s'organise? Alors, je peux lire l'ensemble comme ça, parce qu'il y a eu des échanges déjà, et puis comme ça permettra de répondre peut-être plus facilement. Donc, Anissa nous demande, donc pour aller plus loin, est-ce qu'on a des retours sur la construction bambou dans d'autres zones soumises au séisme? Donc, Romain nous répond, bonjour Anissa, donc le bambou est très utilisé sur Bali, notamment à Green School et Green Village, également à La Réunion. On va peut-être faire dans l'ordre parce que ça fait beaucoup de choses. Hein. Mais oui, on peut peut-être répondre déjà à la question du bois en Martinique. Oui, donc le bois, il est très utilisé, bien sûr. Et puis maintenant, bon, en fait, on a arrêté d'utiliser le bois après les problèmes d'incendie. Et c'est pour ça qu'on a arrêté de construire en bois pour une grande partie, surtout après le grand incendie de Fort-de-France. Mais maintenant, il y a beaucoup d'abord de constructeurs qui proposent des constructeurs de maisons individuelles qui proposent des maisons en bois. Et puis maintenant, c'est revenu aussi une mode pour des maisons individuelles. Donc, il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés en bois, comme il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés en béton. Il y en a qui sont spécialisés pour les deux, pour le bois et pour le béton. Et ce que je demande toujours, c'est qu'on fasse très attention à l'accroche du bois sur le béton, parce que la plupart du temps, le bois, il vient en superstructure. L'infrastructure, elle est faite en béton. Quand j'ai une infrastructure, c'est le sous-sol, les fondations surtout, donc toujours avec l'étude géotechnique, les fondations, peut-être le niveau du sous-sol ou du rez-de-chaussée. Et puis après, il peut y avoir le bois. Et l'accroche du bois sur le béton, c'est ça qui est très important. Donc, comme on fait l'accroche du métal sur le béton, vous avez vu, à chaque fois, on a montré les noyaux, en fait, hein, là où c'est la jonction, là où les endroits les plus fragiles de la construction. Donc, à chaque fois qu'il y a une jonction entre un même matériau ou entre un poteau, une poutre, entre du bois et du béton, entre de la charpente métallique et du béton, tout ça, il faut y faire très attention. Mais on construit en bois en Martinique, hein, ça, il n'y a pas de tout. Et donc, alors, on a vu des images dans le diaporama d'Asie. Est-ce parce qu'on avait une question sur la construction bambou, est-ce qu'on a des retours sur la construction bambou dans d'autres zones sismiques? Oui, le bambou, on l'utilise beaucoup en Indonésie, ça c'est sûr. Moi, je l'ai vu dans l'île Gili, un très bel hôtel. Je ne sais pas mis les photos parce que il n'y a pas de relation avec ce qu'on fait ici. Hein. Donc voilà, ici, on n'a pas encore commencé à construire en bambou, même s'il y a des études qui se font, des propositions qui se font, notamment avec les habitats renouvelés du prêcheur, où il y a des équipes d'architectes qui ont proposé de construire en bambou. Et je pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là, parce que le bambou, il n'y a pas de raison qu'on ne l'utilise pas en Martinique. C'est un matériau, en fait, il y a énormément de sortes de bambou. Hein. Donc, le bambou, quand on dit le bambou comme ça tout seul, c'est un peu n'importe quoi. Il faut regarder, c'est comme si on disait de la pierre. Le bambou, il y en a différentes sortes qui n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Donc, il faut utiliser la bonne espèce qui va bien par rapport qui ne soit pas nuisible par rapport à l'île de la Martinique, par rapport aux autres végétaux, qui soit résistant au niveau de la construction. Et sinon, voilà, il faudra que certaines personnes puissent commencer à travailler sur comment on liaisonne, parce que ce n'est pas des liaisons telles qu'on le fait sur le béton, ce n'est pas les mêmes liaisons que ce qu'on fait sur le métal ni sur le reste, c'est des liaisons particulières avec des cordages, avec des éléments particuliers. Et les bambous les plus importants qui servent de poteaux sont, en fait, il y a des éléments de métal qui sont mis à l'intérieur du poteau pour le rigidifier et pour le permettre une meilleure accroche à la dalle. Voilà. Ce que j'ai pu voir moi et ce qu'on m'a confirmé avec les différentes études. Mais je pense que c'est quelque chose qui est innovant, qu'il faut poursuivre et qu'il faut continuer à étudier pour la Martinique, parce que c'est très résistant par rapport au séisme.
On peut peut-être dire, enfin, je ne sais pas si Eloi, tu allais le faire, mais que… Ah ouais, bah, je te laisse le dire Non, alors. non, vas-y, vas-y. Mais je te Non, c'est juste laisse dire, allumer ta bah, faire un caméra tout si petit tu peu… veux. Ah oui, pardon. Euh, Puisqu'on parle du bambou, faire un tout petit peu de pub pour Kebati, pour dire qu'au sein de Kebati, on a créé récemment un groupe de travail sur les questions de biomatériaux et notamment de bambou pour essayer de, voilà, de voir dans quelle mesure Kebati peut contribuer à faire en sorte que ce type de solution se développe en Martinique, évidemment de manière adaptée aux contraintes qu'on peut avoir ici et aussi par rapport un peu justement à cette dynamique dont Catherine a parlé, le fait qu'il y a des propositions en cours et qu'elle demande à être accompagnée pour qu'elle puisse se développer, puis on espère pouvoir, pourquoi pas, se développer à plus grande échelle. Donc, on avait donc 3 autres questions. Bah, une question de toi, Jérôme, sur la typologie du sol en Martinique. Parce qu'on a parlé de résonance. Est-ce qu'on a les mêmes conséquences qu'à Mexico, par exemple? Les bâtiments moyens sont-ils plus vulnérables? Alors, ce que j'ai dit, non, c'est pas ça. La Martinique, il y a plusieurs types de sols. C'est pour ça que je dis que pour chaque terrain, il faut faire une étude géotechnique. On peut se retrouver sur du rocher, comme on peut se retrouver sur du sable, comme on peut se retrouver sur des argiles. Donc, on ne construira pas de la même manière et on fera en sorte qu'on ait un bâtiment qui puisse correspondre au sol sur lequel on construit. Là, c'était un exemple qu'on vous a donné parce qu'on a fait l'étude après les séismes de Mexico, de voir qu'est-ce qui avait résisté par rapport au sol sur lequel on était posé. Donc, c'est bien pour montrer qu'il y a une interface qui existe entre le bâtiment et le sol et que le bâtiment réagit en fonction du sol sur lequel il est fondé, il est posé. Mais on ne peut pas généraliser. Même quand on dit Mexico, c'est qu'il y a des zones de Mexico qui sont dans la cuvette, qui a été remblayée, il y en a d'autres qui sont sur la partie rocheuse. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu des différences de réaction des bâtiments selon l'endroit où ils ont été construits. Et donc, en Martinique, à chaque fois qu'on a un terrain, aussi petit soit-il, donc 500 mètres carrés, qui est la moyenne pour les terrains constructifs de maisons individuelles, on doit faire une étude géotechnique. Voilà, donc ça, c'était le message un peu à passer, qui a été rappelé par Nicolas aussi dans la discussion. On a Audrey donc, qui nous parle aussi de paracyclonique. En effet, à Bali, ils n'ont pas de problème avec les constructions en bambou vis-à-vis des séismes, mais qu'en serait-il en cas de cyclone? Je ne sais pas si Jérôme ou Catherine, vous voulez réagir? C'est vrai qu'il y a les deux forces à prendre en considération. Hein. Tout à l'heure, Jérôme, il parlait des auvents. Évidemment, les auvents, c'est très bien, ça abrite du soleil et ça abrite de… Bon, mais après, il faut savoir le calculer, le fixer de telle sorte qu'il ne soit pas parti avec le cyclone. Bon, ça, c'est des choses qu'on a vues après Irma. On en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de petits guides qui ont été faits aussi. Et voilà, tout ça, c'est des… maintenant qu'on a eu tous ces éléments-là qui sont posés et toutes les catastrophes qu'on a eues autour de nous, je pense que ça apporte réflexion. On ne peut pas traiter un sujet sans un autre. Et c'est pour ça, une fois de plus, je me félicite de notre petite matinée ensemble, parce que ça permet de voir tout ce qui peut agir sur le bâtiment, toutes les interactions et tout ce qu'il faut prendre en considération pour avoir une construction durable, en fait. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de chapelle à avoir et justement, il faut avoir cette approche globale et on pourrait très bien rééditer un webinaire de ce type-là en ajoutant évidemment la partie cyclonique parce que c'est sûr que c'est un autre sujet drôlement important. Donc oui, faire des choses de manière adaptée, ce qui n'empêche pas forcément de les faire, mais il faut vraiment tenir compte de tous ces sujets. Effectivement, et donc on a une question de Nicolas sur un autre sujet complètement différent. Que penser des chauffe-eau solaires pouvant rapporter des charges importantes sur les charpentes? Donc j'imagine d'un point de vue parasismique. C'est pareil, ça se calcule. Hein. Maintenant, c'est une obligation d'avoir des chauffe-eau solaires dans les bâtiments. Donc, on calcule les charpentes pour avoir le poids qui va bien et la force qui va bien et qui va accrocher sur la charpente. Donc, ça, c'est des détails, si j'ose dire. Mais voilà, bien évidemment, maintenant, on a des chauffe-eau solaires dans tous les bâtiments. Donc, on calcule les charpentes pour supporter les chauffe-eau solaires, comme les dalles qui supportent les chauffe-eau solaires. Et pour tous les équipements, je veux dire, tout bureau d'études
correcte, si j'ose dire, enfin, je ne sais plus quel mot employer, on demande d'abord quelles sont les charges qui seront appliquées sur les bâtiments. Hein. On commence à faire le tour de toutes les autres, de tous les autres entreprises qui vont intervenir, que ce soit la clim, que ce soit le plombier, que ce soit etc., pour savoir même le couvreur, hein, savoir si c'est des tuiles, si c'est de la tôle, enfin bon, tout ça c'est pris en compte pour le calcul du bâtiment. C'est sûr que si le client il ne nous dit pas à l'avance s'il veut avoir une toiture en tuiles ou en tôle, la charpente elle ne sera pas calculée de la même manière, elle ne sera pas faite de la même manière. Donc pareil, les chauffe-eau solaires, pareil, tous les équipements qu'on peut trouver en toiture, on fait une structure qui puisse supporter les charges. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Alors, en attendant l'autre question, je voulais revenir aux arbres. Parce que les arbres, c'est magnifique, c'est très bien. Il faut toujours en avoir plein autour de soi. Mais pendant les cyclones, les arbres, ça peut bouger, ça peut tomber. Et voilà. Et quand on a un arbre monumental, ancien, qui tombe sur sa maison, ben voilà, c'est pas la faute de l'arbre, c'est pas la faute de la maison, c'est pas la faute du cyclone. Enfin, si, c'est un peu la faute du cyclone, mais c'est la faute à personne. En fait, c'est ça, il faut quand même bien surveiller tout ça, et c'est l'environnement aussi qui est important. Donc, on a vu qu'au niveau de l'environnement, pendant les séismes, c'est les bâtiments qui peuvent faire du mal à celui d'à côté. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut des joints d'isolation, c'est pour ça qu'il faut bien vérifier comment ça bouge, tout ça. Mais il y a aussi les arbres, et il y a des arbres très importants, très beaux, mais il faut faire attention aussi à leur bonne tenue, et peut-être de temps en temps faire passer dans sa propriété des spécialistes qui peuvent vous dire comment l'arbre il est, s'il faut l'élaguer, s'il faut le couper, comment il faut le traiter pour qu'il ne soit pas nuisible par rapport à la maison. Je crois que ce qui vient d'être dit là, ça remonte la complexité, hein. On a envie d'avoir des arbres pour plein de raisons autour de nous et il faut quand même faire attention sur l'impact que ça peut avoir en cas d'aléa. Ça remet quand même peut-être, juste on peut redire aux participants finalement l'origine de vouloir mener ce séminaire. Alors bien sûr, c'est des sujets qui nous préoccupent, et on voulait les mettre ensemble. Mais à l'origine, c'est aussi voilà, il y a eu une publication de France Antilles où on a montré des bâtiments bioclimatiques qui n'étaient pas adaptés à la Martinique et qui posaient problème liés au séisme. Et du coup, Catherine avait réagi. On s'est dit, non, mais faisons ensemble un séminaire pour dire, ben voilà, bien sûr qu'on peut faire des bâtiments bioclimatiques chez nous, mais il faut qu'ils soient adaptés aux contraintes et donc il faut qu'on puisse en tenir compte, quoi. Enfin bon, ce message, on l'a déjà dit et redit, mais je crois que c'était... Voilà, je voulais juste redire ça. Merci Jérôme pour ce message. Et on a une question de Déborah donc, sur l'habitat en conteneur. Semble-t-il adapté aux conditions de Martinique? Quelles précautions particulières à prendre par rapport à cet habitat? Alors, je ne sais pas si on parle de ventilation naturelle, de parasismique ou de bioclimatisme. Bon, en tout cas, du point de vue bioclimatique, si je peux juste dire ça avant Catherine, elle complétera évidemment ensuite sur la partie séisme. Mais sur la partie bioclimatique, ben, on a la même situation que dans l'autre cas. Il faut absolument protéger le conteneur du rayonnement solaire et encore plus parce que lui, il va évidemment beaucoup monter en température s'il est soumis au rayonnement. Donc finalement, on a les mêmes contraintes que sur les autres types d'habitats. Après, il faudra évidemment l'ouvrir pour pouvoir faire passer de la ventilation naturelle. Et c'est là qu'on aura un sujet si on ne risque pas de fragiliser la structure des containers. Et c'est là-dessus voilà, qu'il faudra faire attention. Alors, pour moi, le sujet le plus important dans les containers, et merci à Kebati qui a permis de faire la visite d'une maison en container, c'était quand même très intéressant. Et la maison en container, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux maisons bois. Les containers, ils sont posés sur des fondations en béton. Donc, c'est là où il faut faire quand même très attention que les fondations en béton de ces containers soient correctes, que ce soit bien ancré dans le sol. C'est pas comme les containers qu'on vient poser dans un champ, quoi. Si, ça peut se faire ça comme ça aussi. On prend le container, on le pose sur son terrain. Mais la plupart des gens qui souhaitent faire des maisons en container, c'est des maisons qui durent dans le temps, quoi. Donc, elles sont quand même un peu surélevées par rapport au sol naturel. Donc, elles sont sur des fondations. Et les fondations, il faut en prendre la même attention que pour une maison classique. Ce que c'est vrai aussi, c'est que quand on fait les ouvertures, mais l'ouverture, ça se fait dans la partie en tôle,
Et donc là, c'est pas ça qui rigidifie très peu en fait l'ensemble des conteneurs. C'est plutôt après il ne faut pas supprimer les croix de Saint-André ou les croix des contrebantements qui sont à l'intérieur de la structure même du bâtiment, ou en recréer d'autres, ou en refaire une structure quand on a cassé quelque chose. Ça se calcule, ça se regarde. Mais voilà, pourquoi pas une maison en conteneur? Bien sûr, c'est une structure qui existe déjà. On avait une question d'Odile sur les tressages. Alors, Odile, je vous invite peut-être à reformuler votre question en direct, parce que je n'ai pas tout à fait compris. Si Odile, vous êtes là. C'est juste peut-être que ça sera un des éléments de votre groupe de recherche sur les bâtiments biosourcés. Effectivement, comment il y a des pays où on fait, y compris du porteur et du remplissage avec des matériaux biosourcés tressés. Et qu'en est-il de la Martinique? Je ne connais pas le sujet, donc par curiosité. Alors, s'il y a quelqu'un qui sait... Alors, il y a des études qui ont été faites, et peut-être Martine Léotur pourrait nous dire quelque chose par rapport à ça, parce que je sais qu'elle a bien travaillé sur le sujet, et je vois qu'elle est présente, donc peut-être pourrait-elle nous dire quelques mots. Oui, est-ce qu'on entend? Très bien. Voilà, donc effectivement, les bâtiments tressés, il y a déjà des bâtiments tressés traditionnels au niveau des campagnes en Martinique, avec beaucoup de bâtiments qui sont tressés avec des bois de campèche et qui résistent très bien aux cyclones et aux sismiques. Maintenant, bon, si on veut avoir une étanchéité des bâtiments, il faudrait pouvoir amener des torchis par-dessus, peut-être avec de l'argile crue, de manière à pouvoir sécuriser ces bâtiments et en faire des bâtiments qui répondent à toutes les questions environnementales et sismiques et cycloniques. Bon, merci, la question de la souplesse du bâtiment, parce que quand on fait ce genre de remplissage, dans les structures en général en bois qui sont relativement souples, et donc il faut que le remplissage il bouge avec la structure. Si on met ces remplissages dans des structures plus rigides, à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé sur les autres remplissages. Ils vont tomber, ils vont casser et ils ne vont pas forcément résister. Bon, le tressage peut rester rigide avec la structure. Maintenant, ce qui va tomber, c'est une partie des enduits, mais comme dans les pays où cette construction est faite traditionnellement, la terre qui se désagrège, si c'est une terre fibrée avec des bousses de vache ou d'autres fibres végétales, une fois que c'est tombé, il suffit de rebâtir avec de l'eau. C'est déjà dans une notion de durabilité et on peut récupérer les matériaux qui sont tombés et qui ne seront pas tombés en grande quantité. La structure ne tombera pas sur la tête des habitants. Et on a une question sur les maisons mobiles. Pensez-vous qu'elles peuvent être adaptées à notre territoire? Exemple, le tiny house en ossature bois. Est-ce que c'est une maison mobile? Alors, donc une tiny house, donc une maison sur roue, en structure bois. Les maisons qu'on faisait autrefois en Guadeloupe, là, mais les maisons, on les voyait. Enfin, ici, il n'y en a pas, mais j'espère que Martine entend bien et me corrigera. Les maisons, les petites maisons en bois, les petites cases, avant, elles se déplaçaient de champ à champ, de village en village, et ça, c'est des traditions guadeloupéennes. En Martinique, je ne pense pas que ça existe. Donc, voilà, pourquoi pas. Mais c'est des maisons, voilà, des petites cases en bois qui étaient composées sur des roues et qui se déplaçaient. Alors, effectivement, on pourrait imaginer la tiny house comme la réinterprétation moderne de ces cases guadeloupéennes. Exactement. Et il y en a une en Martinique, pour le coup. Et je pense même que son habitante participe au séminaire, si je ne me trompe pas. Et c'est une question de Karen, effectivement, qui a fait venir sa tiny house de métropole. Et donc, peut-être que tu peux dire un mot, Karen, si tu nous entends. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on ne voit t'entend pas, bien. mais on t'entend. Ok. Du coup, oui, en fait, je me posais la question parce que dans mon cas, c'est un peu une expérimentation que je mène, à savoir si ce type d'habitat peut durer en Martinique. Du coup, je m'intéressais un peu à l'avis que vous pouviez avoir là-dessus, en sachant que pour l'aspect sismique, finalement, c'est assez intéressant puisque le fait qu'elle soit construite sur une remorque,
en cas de séisme, bon, bah, de toute façon, elle est mobile. Donc, je trouve que c'est assez intéressant sur cet aspect-là. Après, maintenant, l'aspect qui me pose le plus de problèmes, finalement, c'est plus les cyclones. Donc, j'ai mis en place des solutions, mais je ne sais pas exactement si elles sont valables dans la mesure où elle n'a pas encore essuyé de cyclone à la maison. Mais par exemple, j'ai implanté aux 4 coins des pieux de 2 mètres dans le sol sur lesquels j'ai amarré la maison. Donc, je continue à imaginer des systèmes pour pouvoir la sangler et continuer à la protéger du mieux que je peux. Mais voilà, je posais la question parce que ça m'intéressait d'avoir votre avis sur est-ce que vous pensez que c'est viable et de quelle façon ça pourrait l'être en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas, mais ça me fait penser à ce que j'ai vu à Lombok en Indonésie où il y avait un hangar qui était amarré à un cocotier juste à côté. Donc, bon. On peut toujours, voilà, on ne sait pas qui tient l'autre, si c'est les pieux, l'arbre ou bon. Mais voilà, tout ça, faut voir en fonction des forces du vent. En fait, ça dépend aussi dans quel quartier vous êtes implanté, le vent, de quel côté il vient et comment ça se passe. C'est tout des cas particuliers. C'est pour ça qu'on a du mal ce matin-là à faire des généralités. On a dit beaucoup de généralités, mais après, il faut les adapter à son cas particulier. Le message qu'on voulait faire passer, c'est justement de faire appel à des bureaux d'études et des architectes pour vos projets, pour les études de sol notamment et autres. Alors, je vois qu'on n'a plus de questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui voulaient poser des questions en direct? Non. Eh bien, voilà. Est-ce que Jérôme ou Catherine, vous aviez un dernier mot? Allô? Oui, je vous en prie. J'ai une question. Didier, voilà, ma question est la suivante. Donc, effectivement, sur le parasismique et sur le bioclimatique, donc merci les super présentations. Ma question concerne l'habitat existant. Effectivement, on sait conforter des bâtiments de logements sociaux, des bâtiments tertiaires. On a commencé à s'intéresser au confortement d'habitat, notamment je parle d'habitat populaire, c'est-à-dire la grande majorité de l'habitat dans nos îles, Martinique, Guadeloupe. Concernant le bioclimatique, par contre, existe-t-il, irons-nous un jour vers une sorte de kit, comment habiller ou déshabiller une construction existante de façon à la rendre confortable? Parce que si on parle, j'ai bien compris que dans les solutions qui nous ont été illustrées, ce seront des solutions et des modèles qui seraient à prendre en compte dans de la construction nouvelle. Mais maintenant, voilà, comment peut-on concrètement intervenir sur l'habitat existant? Donc, si je fais abstraction si j'ai bien compris que la végétalisation est quelque chose, la protection des rayonnements, maintenant, l'intérieur des maisons, et du coup, ma question sous-jacente, c'est à quel coût, et lequel coût ramène à quelle population c'est orienté. Moi, mon souci aujourd'hui, c'est que le paracyclonique, donc le bioclimatique ne soit pas, entre guillemets, réservé à une élite, puisqu'on a vu que dans les cases tressées auxquelles on a fait référence, était réellement l'embryon de l'habitat populaire antillais. Et ces gens qui avaient les moyens qu'ils avaient avec les matériaux qu'ils avaient, savaient construire de façon à ce qu'ils puissent vivre dedans. Aujourd'hui, comment ne pas glisser vers une sorte d'idéalisation de l'habitat bioclimatique et qui, du coup, ne soit pas à la portée de monsieur et de madame tout le monde? Alors, Jérôme, je te laisse peut-être réagir. Oui, tout à fait. Alors, finalement, cette question-là, c'est un peu ce qu'on appelle la rénovation énergétique des logements, on va dire, sous nos latitudes. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même depuis maintenant quelques années de très gros efforts qui sont faits par les autorités, les pouvoirs publics, notamment en termes de subventionnement. Donc, il y a vraiment énormément d'argent qui est mis sur la table aujourd'hui dans les Antilles pour pouvoir accompagner les publics selon leurs moyens. C'est-à-dire que sur les publics précaires, on a des aides qui sont très significatives avec carrément, par exemple, des chauffe-eau solaires ou de l'isolation de toiture qui, selon les périodes, ont été quasiment gratuits ou le sont quasiment. Et d'ailleurs, ça explique un des succès, notamment sur ces quelques dernières années, du déploiement du chauffe-eau solaire qui quand même fleurit sur toutes les toitures et en particulier aussi sur les toitures des personnes qui ont moins de moyens. Et je pense que c'est vraiment à saluer parce qu'en fait, c'est la première solution quelque part bioclimatique. C'est-à-dire que pour bénéficier de l'eau chaude,
on va la chercher sur le toit, là où le soleil vient nous la chauffer. Au lieu d'avoir un chauffe-eau électrique qui utilise de l'électricité, qui est produite par une centrale qui est alimentée en pétrole qui vient de la mer du Nord. Vous voyez la différence finalement de territorialisation de la solution. Alors bien sûr, j'ai parlé d'autres choses que du chauffe-eau solaire, mais la protection de la toiture, ça passe par l'isolation de la toiture aussi. On a beaucoup d'aides autour de l'isolation de toiture et qui permettent de faire des travaux. Par exemple, si vous avez une toiture à remplacer, le fait d'ajouter de l'isolation au moment où vous le faites, ça vous coûtera presque pas plus cher que d'ajouter une toiture sans isolation. Aujourd'hui, avec les aides qui sont disponibles, maintenant il faut faire attention évidemment à la qualité du travail qui va être fait par les poseurs d'isolants. Un autre sujet qui effectivement est beaucoup moins aujourd'hui popularisé, on va dire, en termes de rénovation énergétique, c'est l'ajout de protection solaire et qui, moi, je pense, est vraiment un défi. Des protections solaires adaptées, comme on l'a vu, adaptées aux différentes orientations du bâtiment, aux différentes ouvertures. Et l'ajout de protection solaire peut vraiment nous amener à favoriser un habitat plus bioclimatique. Puis après, c'est vrai que j'en ai peu parlé parce que ma présentation était un peu trop longue, là, mais sur la ventilation naturelle, idéalement, il faudrait des ouvertures plus grandes, mais qui dit éventuellement ouvrir plus les bâtiments, dit prendre des risques en termes de structurels, comme l'a bien rappelé Catherine. Donc là, je pense qu'il faut prendre les plus grandes précautions. Mais tous ces sujets-là, on peut bien sûr les faire en rénovation de bâtiments. Et notre plus gros sujet de transition énergétique, c'est les bâtiments existants, c'est tout à fait correct, même si les bâtiments neufs peuvent nous donner envie, en fait, à travers des belles constructions neuves, de nous montrer la voie. Mais c'est sûr que l'enjeu numéro 1, il est sur l'existant. Et puis après, il y a des réalités. Il y a la réalité que certainement, il y a beaucoup de bâtiments qui sont à reconstruire au vu de leurs difficultés à être confortés de manière sismique. Mais bon, ça, ce n'est pas ma spécialité, mais je pense qu'on a un vrai sujet dans les années à venir autour de ça, quoi. Ça, c'est clair. Alors, on avait une réaction de Vladislas qui demande si une expertise de la résidence du préfet a été faite. Alors, j'espère pour lui, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Romain nous demandait où trouver des architectes bioclimatiques en Martinique ou en Guadeloupe. Alors, je laisse peut-être les architectes répondre. Ça n'existe pas un architecte bioclimatique. C'est l'architecture qui l'est, ce n'est pas l'architecte. Normalement, quand on travaille ici, on connaît ces notions-là et on les respecte et on en tient compte, quoi. On essaie d'en persuader nos clients la plupart du temps parce qu'on a quelquefois des clients réfractaires, mais ou qui ne comprennent pas forcément toujours tout ce qu'on leur explique, ou c'est peut-être parce qu'on leur explique mal. Mais en fait, j'espère que tous les architectes en Martinique et dans les régions tropicales sont habitués à faire ce genre de construction, aussi bien parasismique que bioclimatique. Et puis sur le bioclimatique, il y a aussi des bureaux d'études qui peuvent aider à l'optimisation énergétique de bâtiments. Évidemment, peut-être pas des maisons parce que c'est un gros travail de simulation thermique, éventuellement de simulation aérolique. Donc dans le cas de bâtiments qui se veulent exemplaires, on peut aussi accompagner la conception de ce côté-là. Oui, il ne faut pas oublier que l'architecte travaille rarement tout seul. L'architecte travaille avec un géotechnicien qui fera l'étude de sol, travaille avec le bureau d'études qui fera les études de structure et avec un autre bureau d'études qui peut aussi faire des études en énergétique, etc. etc. Voilà. Donc, c'est vraiment une équipe, là encore, pour faire un bâtiment. Catherine Lejean, pardon, vas-y Jérôme. Non, mais justement, je voyais cette question sur l'amélioration de la ventilation naturelle en rénovation. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'aide sauf erreur spécifique autour de ça. Ce n'est pas un sujet qui a été développé. Après, je redis que je pense que c'est un sujet délicat qu'il faut vraiment prendre avec précaution par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Mais c'est vrai que sur la ventilation naturelle, bon, de nouveau, peut-être qu'on fera une fois une présentation spécifiquement sur ce sujet, mais souvent, on a les ouvertures en façade qui sont très importantes pour faire passer l'air, mais on a beaucoup des questions autour de l'organisation intérieure et du cloisonnement intérieur qui peut empêcher finalement la ventilation à l'intérieur ou beaucoup la réduire. Donc ça, c'est évidemment un sujet aussi de taille. Alors, je ne sais plus si on en a parlé tout à l'heure, mais on a une question concernant l'isolation. Bah, si on en a parlé, l'isolation de la toiture. Qui contrôle ça? Alors, voilà, est-ce qu'il y a des réglementations autour de l'isolation en toiture?
Alors, il n'y a pas d'obligation. Il faut savoir que sur le bâtiment existant, il n'y a pas d'obligation thermique, hein. Il y a une réglementation thermique Martinique. Alors, il y a aussi une réglementation thermique que certains connaissent qui s'appelle la RT-ADOM, qui est en fait une réglementation nationale adaptée aux territoires tropicaux aux DOM. Maintenant, en Martinique, on a la particularité d'avoir une réglementation thermique Martinique, comme en Guadeloupe, qui se substitue en fait à la RT-ADOM. Et la réglementation thermique Martinique ne concerne que le neuf et pas l'existant. Donc, il n'y a pas d'obligation d'isolation. Maintenant, sur le neuf, oui. Alors, ce n'est pas une obligation d'isolation en tant que telle, puisque c'est une obligation de résultat qu'on demande à la RTM. Mais pour atteindre les résultats exigés par la RTM, même si elle n'est pas très exigeante, eh bien, elle vous demande néanmoins, il faut mettre de l'isolation en toiture. Donc, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui se répand sur le neuf. Mais en existant, il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est volontaire. C'est aidé par les pouvoirs publics parce qu'on sait que c'est ça qui permet de réduire la transmission thermique à l'intérieur en majorité. Comme je l'ai dit, hein, c'est d'abord la toiture qu'il faut protéger. Eh bien, et du coup, ça réduit le besoin de climatisation ensuite dans le bâtiment. Une chose qu'on peut faire aussi simplement sur la ventilation naturelle, quand même, qui est tombée un peu en désuétude, mais pour autant, ce n'est pas mérité, c'est l'ajout de brasseurs d'air, de plafonniers, de ventilateurs de plafond qui peuvent vraiment, quand ils sont de qualité, ajouter la vitesse d'air nécessaire pour vous mettre en confort, même dans les mois où on n'a pas d'air, même dans une maison qui serait bien positionnée. Et honnêtement, je pense que c'est la première démarche à faire, c'est de mettre dans toutes les pièces à vivre des brasseurs d'air pour pouvoir, et qui peuvent aussi être utilisés en combinaison avec la clim d'ailleurs, hein. Ça permet de mettre la clim moins fort, de 1-2 degrés, et de réduire sa consommation de manière significative. Le brasseur d'air, c'est 10 fois moins de consommation que la clim, il faut avoir ça en tête, et c'est aidé pour le coup dans le cadre des aides de transition énergétique. Et c'est très efficace, je confirme. Bien, très bien. Peut-être une dernière question sur les toitures végétales traditionnelles, donc feuilles de canne à sucre, vétiver. Est-ce que voilà, on peut trouver des spécialistes de ce type de toiture sur notre territoire? Je ne sais pas si c'est garanti 10 ans, ce type de toiture. C'est vrai que c'est une question également. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que là, nous, quand on travaille, ce sont les architectes, les bureaux d'études et tous ces métiers-là, on travaille et on est assujetti à des assurances que les maisons, elles tiennent. Voilà. Bon. Donc, même les murs dont parlait Martine tout à l'heure, c'est très intéressant, mais ce n'est pas garanti décennal. Et c'est pareil avec ces toitures-là, elles sont sûrement très efficaces, elles sont sûrement très confortables, mais ça n'a pas de garantie décennale. Donc, que ce soit les habitants avec leur propre assurance une fois qu'elles sont dans le bâti, ou que ce soit nous, les professionnels, avec nos assurances pour garantir des choses, c'est compliqué de mettre tout ça. Et là, vous avez vu, avec les catastrophes naturelles qu'on va bientôt avoir déclarées sur la Martinique, on parle beaucoup des assurances. Et les assureurs, ils ont vraiment un rôle très important à jouer dans le bâtiment. Il faut vraiment les associer. Avec la FPS, on associe les assureurs et c'est vraiment une très bonne chose parce que ça fait avancer les choses. Je vois encore, je me permets, il y a encore sur la question, apparemment, je n'ai pas répondu à la question là, sur le contrôle en rénovation d'isolation de toiture. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de propositions d'isolation à 1 €. C'est lié au fait que, alors c'est un peu compliqué le mécanisme qui finance ça, mais c'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie que les fournisseurs d'énergie doivent acheter et qui ont aujourd'hui un cours très élevé. Donc, ça permet d'avoir de l'isolation à 1 €. Maintenant, c'est vrai que beaucoup d'organisations, enfin d'organismes se sont mis sur ce créneau-là, dont certains ne sont peut-être pas à l'origine des poseurs, quoi. Donc, oui, faites attention à bien, ça ne veut pas dire que c'est une opportunité aussi à saisir, hein, ces aides, mais évidemment, il faut encadrer ces prestataires, s'assurer que du bon travail sera fait. Et les contrôles, là, il y a des contrôles qui sont faits par échantillonnage, mais c'est sûr, et l'État a durci ces contrôles-là, qui étaient quand même très peu nombreux, et donc les augmente. Donc il y a une conscience du fait que parfois, certains organismes ne font pas ce travail toujours correctement. Mais bien sûr, on ne contrôle pas 100% des cas, ça c'est certain. Donc c'est quand même au maître d'ouvrage de le faire aussi. Merci Jérôme pour ta réponse. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent intervenir ou poser des questions? Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir clore le débat. On a allègrement passé l'heure.
Mais merci à tous de votre présence. Merci à Catherine et Jérôme pour vos interventions. Je vous invite à aller sur le site de Kebati, à vous inscrire à la newsletter, à aller voir un peu ce qu'on fait et puis à adhérer à l'association si vous le souhaitez. Et puis, je voulais remercier le Carbet des Sciences qui organise du coup la Fête de la Science en Martinique, avec qui on est en partenariat sur cet événement. Vous avez encore d'autres événements dans le cadre de la Fête de la Science ce week-end. Je vous invite à y participer. Et puis, voilà, je rappelle que Kebati fait partie du réseau Bâtiment Durable, qui est un réseau national et qu'on représente au niveau de la Martinique. Donc voilà. Donc merci à tous. Et si je peux me permettre un petit mot, Oui. je vous invite aussi à aller sur le site de la FPS. Vous aurez plein d'informations sur les séismes, sur les retours d'expérience, sur les différents rapports qui ont été faits par rapport à ces retours d'expérience. Et il y a beaucoup de petits bulletins techniques qui aident à la construction parasismique. Voilà. Donc Merci. la FPS qui est l'Association française pour le parasismique. Le génie parasismique. Très bien. Jérôme, c'est bon pour toi? Merci beaucoup à tous pour votre attention et toutes vos réactions, vos questions et cet échange très fructueux. Merci à Catherine. Ok. Eh ben, merci à tous et puis bon week-end.